Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue et fondateur de l'hôpital Panzi dans l'est de la République démocratique du Congo, à Bukavu. Depuis 12 ans, 40 000 femmes violées y ont été soignées. Le docteur Mukwege est donc devenu la figure emblématique de ces femmes, de ces victimes, l'homme qui répare les femmes, selon le titre du livre de la journaliste belge Colette Braakman. C'est aussi un homme qui dérange. En témoigne la tentative d'assassinat dont il a été victime le 25 octobre à son domicile de Bukavu. Depuis, il est parti de son pays. Il compte y retourner. Il nous en parlera. Merci à vous d'être notre invité aujourd'hui. Merci d'avoir invité. On parle souvent d'un chiffre terrifiant. 500 000 femmes violées dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 16 ans. Je veux juste revenir en arrière. Quand est-ce que vous, qui êtes dans la région depuis si longtemps, vous avez rencontré pour la première fois ce phénomène du viol? En fait, je travaille dans la région depuis plus de 25 ans et comme gynécologue, la chose que je pouvais constater, c'est que je n'avais jamais vu, c'est que j'ai observé pour la première fois en 1999, c'était en septembre, quand j'ai rencontré pour la première fois une femme qui avait été violée, mais après avoir été violée, son appareil génital, donc et tous ses membres inférieurs étaient fracturés par des coups de balle. Et donc, c'était pour la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Vous pensiez que c'était un accident à l'époque? À l'époque, puisqu'elle a quand même bien expliqué que c'était des hommes en armes qui ont, après l'avoir violée, ont tiré sur elle. Donc, à l'époque, je pensais que c'est une barbarie passagère. C'est quelque chose de tout à fait une folie humaine, mais ponctuelle. Et depuis, c'est devenu votre quotidien? Malheureusement, depuis, en fait, c'est devenu un quotidien et ça dure dans le temps. On parle de ce demi-million aujourd'hui de femmes violées. Qu'est-ce qui explique que tout d'un coup, à partir de la fin des années 90, ce phénomène a pris racine dans la région? En fait, j'ai grandi dans la région. J'ai connu d'autres guerres dans la région. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'étais pas dans la position où je me trouve aujourd'hui, mais lorsque la guerre a commencé en 1996, j'étais médecin au Sud Kivu, je n'avais pas vu ça. La première fois que je le vois, c'est en 1999. Et là, comme je viens de dire, je pensais que c'est un fait ponctuel. Mais cette année-là, l'hôpital avait commencé en septembre, et 3 mois après, il y avait 45 cas similaires. Donc, les femmes qui racontaient presque la même histoire. Les hommes armés sont entrés chez nous. Ils ont attaché mon mari. Ils ont obligé les enfants à regarder ce qui se passait. J'ai été violé par 2, 3, 4, 5, 10. Et après m'avoir violé, ils m'ont introduit des objets contondants dans l'appareil génital, les baïonnettes dans le vagin, les bâtons dans le vagin, même des produits caustiques ont été pulvérisés, des femmes qui ont été brûlées, et les cas extrêmes où on a eu des femmes qui, après avoir été violées, on a tiré dans l'appareil génital de la femme. Et donc là, 45 cas avec une similarité troublante, je commençais quand même à me poser des questions sur ces phénomènes. Et donc, ne pas tout simplement le banaliser. Et alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Pourquoi non seulement le viol, mais la torture, la barbarie après? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une volonté politique? Ce n'était pas juste de la barbarie au hasard des combats? En fait, quand j'ai regroupé et recoupé les informations que j'ai recevées des patientes, le premier constat que j'avais fait, c'est que ces barbaries étaient, donc ces viols étaient toujours des viols qui s'accompagnaient des tortures. Ça, c'est un. Mais ces tortures différaient du groupe armé. Donc, quand une femme était violée par un groupe armé, un groupe bien déterminé, on pouvait observer que la torture était presque toujours la même en fonction du groupe qui a commis les viols. Ça, ce n'est pas un fait du hasard.
Deuxièmement, le fait de violer, le faire en public, obliger les maris d'assister, obliger les enfants de voir comment la mère est torturée. Ce n'est pas tout à fait gratuit, puisque les effets sur la famille, hein, donc la victime, elle a des lésions bien sûr physiques et psychologiques, mais toute la famille est traumatisée. Et ce qu'on observe souvent, après des scènes comme ça, le mari qui a été humilié devant les enfants, parfois même les voisins ont assisté à des scènes comme ça, les maris prennent le chemin de l'exil et donc pour chercher l'anonymat. Et la famille va suivre après, par peur que ça se répète, ou parfois pour la deuxième fois, quand ça se passe pour la deuxième fois, la famille décide de quitter les milliers. Ainsi, on a vu des villages qui se vidaient complètement de sa population et laissaient donc le terrain libre aux groupes armés. Vous êtes l'un des signataires d'une tribune qui est parue ces derniers temps en France et ailleurs. Il y a l'ancien président français Jacques Chirac, Abdou Diouf, la compagne du président François Hollande que vous avez rencontré. Et il y a un appel au secours pour venir au secours de ces femmes violées. Mais il n'y a qu'un groupe qui est cité, le M23, qu'on dit soutenu par le Rwanda. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est avant tout ce groupe-là, et donc indirectement le Rwanda, qui est à l'origine des viols massifs en RDC? Je pense qu'il est clair que c'est le groupe qui est le plus actif pour le moment sur le terrain. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces groupes, ce ne sont même pas des mutations, ce sont des mutations des noms, mais ils ont été sur le terrain depuis tous ces temps. Et ce sont eux les principaux violeurs? Ils font partie. La communauté internationale, vous avez fait de nombreux discours à l'ONU, partout, en disant que vous aviez honte. C'est une honte. C'est une honte que l'on puisse garder silence sur des atrocités de ce genre. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai horreur de parler des chiffres. Il serait mieux de parler des personnes, puisque derrière ces chiffres, il y a des personnes qui ont une vie détruite. Il y a des enfants innocentes et qui ne comprennent même pas ce qui est arrivé dans leur vie. Elles sont violées à 2 ans, 3 ans. Elles ont le périnée complètement déchiré. Et parfois, nous avons même du mal à pouvoir rétablir la continuité urinaire ou du type digestif. Ces enfants sont moi je crois que ce sont des innocents qui n'ont rien fait et qui subissent des choses comme ça. Et malheureusement, ça dure 12 ans. Dans les conflits, ce n'est pas nouveau que dans les conflits, les femmes soient ciblées. Et ça, c'est dommage. Mais dans d'autres conflits, on a vu quand même que la réaction de la communauté internationale avait été rapide, donc peut-être minimiser l'impact de ces viols. Au Congo, ça dure 12 ans. 12 ans de souffrance, 12 ans où les femmes sont considérées moins que les animaux, et je pense que ça, c'est une honte pour notre humanité. Rapidement, j'ai mentionné la tentative d'assassinat contre vous le 25 octobre. Vous avez dit que c'était des tueurs professionnels. Qui a voulu vous tuer, Dr Mukwege? J'aurais bien voulu le savoir. J'aurais bien voulu le savoir. Aujourd'hui, je ne sais pas qui a voulu me tuer. Malheureusement, je ne peux pas le savoir puisque je n'ai pas été interrogé sur cette question. Mes enfants n'ont pas été interrogés. Et donc, il n'y a pas eu d'investigation. Pourquoi? J'ignore. Vous pensez que vous dérangez? Je ne vois pas qui je devrais déranger. J'ai fait mon travail de médecin. J'ai dit ce que je vois. Et je dois dire que mon silence serait plutôt une complicité avec ceux-là qui détruisent les femmes. Les femmes ont le courage de venir me voir. Je les soigne. Et je les ai soignées jusque dans 2009-2008 à peu près. Mais quand j'ai constaté que j'ai soigné les conséquences, mais la cause était toujours là. Non seulement la cause était là, mais j'ai commencé à soigner des enfants issus du viol que j'avais accouchés à la maternité, où j'ai fait une psychothérapie à la mère pour l'aider à accepter l'enfant. Et quand elle revient,
elle a été violée, mais aussi l'enfant issu des viols a été aussi violé, ou violé pour la deuxième, la troisième fois. Il y a une chose que qui est venue à mon esprit. On peut continuer à traiter les conséquences, mais si on ne s'attaque pas aux causes, notre rôle sera inutile puisque de toute façon, le mal continue. Et c'est pour cette raison que désormais, on essaie de rencontrer la communauté nationale, la communauté régionale, internationale, pour leur dire que trop, c'est trop, il faut stopper cette calamité. Vous allez rentrer à Bukavu, malgré tout, malgré ce qui s'est passé, malgré les menaces? Malgré ce qui s'est passé, je vais rentrer à Bukavu. J'ai programmé, je crois que ça serait ceux qui ont voulu me tuer, ils voulaient me faire taire ou me faire partir de Bukavu, du Congo. Mais j'ai eu un appel très fort des femmes qui gagnent moins qu'1 $ par jour, les femmes qui peinent pour pouvoir éduquer leurs enfants. Et ça m'a beaucoup touché, que ce soit ces femmes qui décident de payer mon billet en vendant les oignons, tomates ou des ananas. C'est ce qu'elles ont fait. C'est ce qu'elles ont fait. Elles ont cotisé l'argent. J'ai trouvé que c'était un signal, c'était très fort et je ne pouvais pas résister à ça. Et donc, je crois que ma place n'est pas ici, ma place est à côté de ces femmes qui veulent se battre et qui auront la victoire, je suis certain. Très bien, merci beaucoup, Dr Mukwege, pour votre témoignage si fort sur une situation que l'on connaît mal, mais que l'on devrait sans doute mieux connaître. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne.